J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, et ma famille qui me dit, ah bah, ça te fera une histoire à raconter. Et je suis ouais. Et à ce moment-là, je veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qu'ils connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça, avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif, c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention. Patrick, première histoire, premier invité. Alors notre premier invité, justement, c'est une de ces fameuses exceptions, puisque pour le coup, la scène, lui, il la connaît. C'est un mentaliste, voilà. Donc un mentaliste, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a des techniques secrètes qui donnent l'illusion de lire dans votre esprit. Lui, pour le coup, c'est même le mentaliste le plus célèbre de France, hein, puisqu'il remplit des salles dans tout le pays. Il est même suivi par plus de 2 millions de personnes sur sa chaîne YouTube. Et ce soir, il va venir nous raconter comment il a appliqué ses compétences scéniques dans la vraie vie. Merci d'applaudir très fort Fabien Olicard. Quel accueil, merci beaucoup. On vient de vous le dire, je m'appelle Fabien Olicard et donc je suis mentaliste. Et dès que je dis ça, ça fait un silence en général. Parce qu'il y a une partie d'entre vous qui pense que je suis magicien, d'autres qui pensent que je suis voyant, et le mentalisme, c'est la subtile frontière qu'il y a entre les deux. Ça s'appelle l'escroquerie. C'est à peu près mon métier, de faire une escroquerie honnête, c'est-à-dire je peux donner l'illusion de lire dans les pensées des gens, mais je sais que je ne suis pas télépathe, j'ai des techniques pour ça. Et finalement, pour moi, le premier des mentalistes qui a pu m'inspirer, c'est un personnage de fiction qui s'appelle Sherlock Holmes. Mais je n'ai jamais été Sherlock Holmes sur scène, et encore moins dans la vraie vie. Quand on me dit, est-ce que tu utilises le mentalisme dans la vraie vie? La réponse est non, pas vraiment. Parce que sinon, je ne ferais pas de spectacle, j'influencerais les gens, je devinerais les numéros du loto, j'en sais rien. Je ferais des trucs plus conséquents. Mais un jour, malgré moi, il a fallu que je me confronte à la réalité de mes techniques sur le terrain. Ce jour-là, on est en 2013, je vais jouer mon spectacle à Mulhouse. Et dans le train, je suis avec mon collaborateur, mon diffuseur. On partage 2 sièges. Enfin, on partage... Il n'est pas sur moi, hein, on est chacun sur un siège. Et les arrêts se profilent et se défilent. Et au bout d'un moment, on sait que le dernier arrêt, ce sera Mulhouse. Donc le wagon s'est un petit peu vidé. Je plie l'ordinateur, je le mets dans le filet bas du siège devant moi. C'est même pas un filet d'ailleurs, c'est là où on peut mettre un porte-revue, ni plus ni moins. Et je vais derrière, parce que les 2 places se sont libérées, pour m'allonger, dormir un petit peu. Nous arrivons à Mulhouse, j'ouvre les yeux, je récupère mes affaires, je range, tac tac, le sac, lui aussi. On sort, la directrice du théâtre, de l'Anthropothéâtre de Mulhouse, Sarah, nous attend avec sa voiture. Nous ouvre la partie au théâtre, on fait les balances, c'est-à-dire je règle mon son, je règle mon matériel sur scène, je termine les balances, je veux faire mes mails. J'ai pas d'ordi. Parce que, alors oui, vous êtes déjà mentaliste, il est resté dans le train, vous êtes très fort, bravo.
Moi, j'ai pas eu ce réflexe encore à ce moment-là. Je me dis, mince, où est mon ordinateur? Je réfléchis un petit peu. Je me dis, mais oui, il est dans le train. Comme j'avais changé de place, je suis pas retourné à ma place précédente. Il faut que je le retrouve. C'est un ordinateur avec une pomme croquée devant, histoire de pas dire de marque. Et donc, c'est un Mac. C'est un diminutif de la marque. J'ouvre mon téléphone portable, qui est de la même marque, donc un iPhone. Je vais sur Localiser. Et sur Localiser, on peut retrouver son matériel. Ça, c'est une des forces qu'avait ce matos-là dès 2013. Mais pour ça, il faut que quelqu'un ait allumé l'ordi. Ce n'est pas le cas, donc je ne le vois pas. Je déclenche une alerte, c'est-à-dire je vais recevoir quelque chose quand mon ordinateur sera allumé. Et puis, je croise les doigts pour espérer le retrouver. Pendant que je fais ça, Sarah et mon collaborateur foncent à la gare, objet trouvé. Et là, incroyable, il n'y a pas le Mac. La personne qui l'a potentiellement trouvé ne l'a pas ramené. C'est pas grave, j'ai joué mon spectacle, il faut avancer. 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai une notif de Localiser. Il est à Mulhouse et j'ai un bâtiment. Ce bâtiment a une particularité, il n'est pas entouré d'autres bâtiments. Donc comme c'est pas précis au mètre près, je suis sûr et certain de quel bâtiment il s'agit, et j'envoie un message, parce qu'on a cette possibilité à la personne qui a ouvert le Mac et qui n'arrive pas à le déverrouiller, de voilà, je m'appelle Fabien, c'est mon Mac, pouvez-vous m'appeler à tel numéro, etc. Et puis je saurais être reconnaissant, je fais miroiter une récompense. 2 places de spectacle, allez hop là. Je mets mon numéro de téléphone et tout, je joue le spectacle, à la fin du spectacle, je fonce sur mon téléphone et j'ai pas d'appel. Sans surprise, la personne qui a vu le message ne m'a pas du tout appelé parce que ça ne l'intéresse pas de rendre le Mac. Le lendemain midi, je réfléchis et je me dis, ok, si t'es mentaliste, fais le mentaliste. Je visualise le wagon du train dans lequel nous étions et je visualise toutes les personnes présentes au moment où on est rentré. Et avec mon collaborateur, on fait le tri. Là, un tel est descendu. Là, il y en a 2 qui sont montés. Là, un tel est descendu. On fait vraiment ce jeu-là. À la fin, je n'ai plus que 3 suspects. 3 suspects, 2 personnes relativement âgées et quelqu'un d'assez jeune. Je sais que ce n'est pas la personne qui est jeune. Parce que nous, on est descendu du train à 14h et l'ordi a été allumé à 20h25. Quand tu es jeune, que tu trouves un ordi à 14h, tu n'attends pas 20h25 pour l'ouvrir. Donc c'est sûr que ce n'est pas lui. Les 2 personnes âgées, j'y crois pas tellement. Ça veut dire que c'est censé être quelqu'un qui travaille peut-être pour la SNCF. Fort de cette information, nous allons au bâtiment que j'avais screené. Et ce bâtiment-là est spécial. Il y a 6 appartements en bas et 6 appartements au-dessus. Mais les appartements du dessus, pour sortir, ont directement un petit palier, un escalier qui donne directement sur la rue, enfin sur une espèce d'esplanade. C'est un quartier d'appartements à loyer modéré. Quand j'arrive là-bas, je me dis, bon, il y a l'air quand même d'avoir une cohésion. Faut pas que je fasse le relou et que je dise n'importe quoi et que je dise on m'a volé, ça doit être ici. Je sens que ça pourrait être très mal perçu quand même. Donc j'approche prudemment et je garde ma théorie de c'est quelqu'un qui travaille pour la SNCF qui a dû le trouver et le ramener. Et ça arrive, ma foi, objet trouvé, objet à moi. Je sonne au premier appartement en bas à droite, une jeune femme m'ouvre. Je fais excusez-moi, c'est vous, c'est votre mari qui travaille à la SNCF? Je sais plus, on m'a donné l'adresse, mais je sais pas si c'est vous, votre mari. Elle me fait pas du tout. Je dis bon, c'est bizarre, pourquoi on m'a donné cette adresse et votre numéro d'appart? Je sais peut-être un voisin alors. Et elle fait ah oui, il me semble, je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille à la SNCF. Pardon, c'est pas vous, excusez-moi. Je monte donc à l'escalier à l'appartement qui est au-dessus de chez elle. Là, il y a un mec qui ouvre la fenêtre. Et il me fait qu'est-ce que vous voulez, un peu agressif et tout. Je dis non, c'est la dame du dessous qui m'envoie. Elle m'a dit que c'était peut-être vous qui travaillez à la SNCF. Je fais mais pas du tout. Je fais mais apparemment il y a quelqu'un ici qui travaille à la SNCF et il faut que je le voie. Il me fait mais non. Et là il désigne quelqu'un qui passe sur l'esplanade avec une poussette. Il fait demander à elle, elle connaît tout le monde ici, elle est du bâtiment. Donc je descends, je cours vers elle et tout. Je fais excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Et là, en vision périphérique, je vois au premier étage, sur un autre appartement, quelqu'un qui sort de chez lui, qui va pour descendre. Il me regarde, il regarde la porte, il hésite une demi-seconde. Et c'est parfait pour moi. Pourquoi il hésiterait? La seule solution, la seule explication, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du coin, qui n'est pas du quartier, qui est en train apparemment de se renseigner, et lui a quelque chose à se reprocher, il hésite entre rentrer et ressortir, c'est parfait. Il y a encore la voisine qui est à son palier, parce que je suis l'animation, il y a encore le voisin qui est à sa fenêtre, il y a la dame qui est là, donc j'ai une audience, j'ai un public. Donc je me retourne, je fais « Ah, excusez-moi monsieur, c'est vous que je cherchais. Parfait, c'est votre employeur qui m'envoie à la SNCF. » Et du coup, devant tous ses voisins, il fait « Montez, je vous en prie. »
Donc je monte l'escalier, je dis ok c'est bon, j'ai tellement... Je fais excusez-moi, c'est votre employeur qui m'a donné votre adresse parce qu'ils m'ont dit que c'est vous qui aviez dû retrouver l'ordinateur et que c'était plus simple que je passe directement chez vous, comme j'étais de passage. Il fait oui, non, vous avez bien fait, bien sûr. Allez-y, rentrez. Donc je rentre avec lui, il ferme la porte derrière moi, il fait bougez pas, je vais le chercher, il est dans la chambre et tout. Et il revient de la chambre avec un espèce de couteau. Non, je déconne. Sauf qu'il est parti longtemps dans la chambre et moi j'ai commencé à me dire il va revenir avec un espèce de couteau et en fait on va jamais me retrouver et puis c'est tout. Donc je flippe comme ça et non, il est revenu avec l'ordinateur, avec le chargeur, je me souviens même plus que j'avais oublié et donc en bon état et tout. Souriant, il se méfie plus, ça se voit qu'il est ok, quoi. Il voit qu'il n'aura pas de problème, parce que en jouant la carte de son employeur, c'est très important. Si ça se trouve, ces logements-là étaient peut-être des logements de la SNCF, vous savez, où ils aident une partie de leurs employés à se loger. Donc, il avait beaucoup d'enjeux, en fait, lui, sur cet ordinateur. Et je lui en veux pas, la vie est faite d'opportunités. Mais il a l'air soulagé à ce moment-là. Il me rend l'ordi, il me rend le chargeur, il me regarde dans les yeux, et ce sera notre dernier échange. Et il me dit, vous avez quand même eu de la chance que ça tombe sur quelqu'un d'honnête. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Formidable. Merci Fabien Olicard. Merci beaucoup. Je précise quand même que il y a un petit historique entre Patrick Beau et Fabien Olicard. Il y a un petit historique entre Fabien Olicard et les soirées de la veillée. Il y a un petit historique entre Fabien Olicard et un certain nombre d'entre vous. Vous allez vous manifester dans 1 minute. Patrick, vous nous racontez ? Oui, lors de la dernière édition de la veillée au mois d'octobre, au début du mois d'octobre, on a eu un petit incident, quelque chose qu'on n'imagine pas voir dans un théâtre à l'italienne. Oh non. Il s'est mis à pleuvoir littéralement des trompes d'eau sur la scène. On avait vraiment un rideau de flotte sur la scène, dans la salle d'ailleurs. Et du théâtre Tristan Bernard à Paris, hein. Voilà, un vrai théâtre. Enfin, je ne jouais pas sous une tente. Hein. Il y en a pas mal d'entre vous, je pense, qui étaient présents et qui ont assisté à cet événement. Voilà, il a fallu évacuer le théâtre Tristan Bernard et du coup ce soir, on vous avait réservé des places en priorité, chers amis. Merci pour votre fidélité. Si je peux me permettre, oui. Il y a quelque chose que le public de Tristan Bernard ne savait pas. C'est que nous, on était en loge juste avant, parce que je devais passer, avec Damien, qui est le co-créateur de La Veillée, qui adore l'illusionnisme. Et il me fait un tour à ce moment-là, et c'est une histoire dans l'histoire. Il me dit, et là, dis-moi un mot, n'importe lequel. Et je me dis, je sais pas, la pluie. Et à ce moment-là, le toit a cédé sur la scène, il y a eu des trompes d'eau, et j'ai fait, il est fort quand même. Merci Fabien Olicard, merci beaucoup. La veillée de France Inter.